Bonjour à toutes et tous. Bienvenue pour ce webinaire du Club CIC International. Vous l'avez vu aujourd'hui, une intro un peu différente de celle que vous avez l'habitude d'avoir. C'est évidemment notre événement Connexion de mars 2004 qu'on tenait à vous présenter, chers adhérents. Ce sera un événement phare. Vous serez tous invités. Et donc, vous l'avez vu, des intervenants prestigieux, vous l'avez vu aussi du réseautage organisé. Certains de nos chers bureaux de représentation seront présents. Il y aura aussi des ateliers, je dirais, dynamiques pour améliorer votre développement international. Donc, restez bien connectés. Cette semaine, chers adhérents, vous recevrez l'invitation à notre événement Connexion. Et c'est quelque chose dont on reparlera à coup sûr. Et on vous y attendra. Voilà, tout ça pour vous dire que aujourd'hui, nous sommes réunis pour ce dernier webinaire de l'année qui, comme vous le savez, concerne le monde des startups et deux pays d'Europe centrale, la République tchèque et la Roumanie. Je vais vous présenter nos intervenants du jour, que je remercie vivement pour leur participation. Tout d'abord, donc, nous avons deux bureaux de représentation CIC à Prague avec Eva Mladenovic. Bonjour. Bonjour Eva. À Bucarest avec Alexandru Dumitrescu. Bonjour Pascal. Bonjour Alexandru. Et nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui, et je le remercie une nouvelle fois vivement, Cédric Malou de la French Tech Prague. Bonjour Pascal, bonjour à toutes et à tous. Et de la French Tech Bucarest, Grégoire Vigroux. Merci Pascal, bonjour à tous et merci beaucoup pour cette invitation. Merci à toi, c'est Grégoire. Merci à Cédric aussi pour avoir répondu à notre invitation de nos bureaux. Voilà. Donc, comme vous le savez, nos webinaires ont toujours un peu la même trame, je dirais. Donc, nos intervenants vont vous présenter les écosystèmes tchèques et roumains pendant environ 45 minutes. Et à l'issue, vous pouvez dans le chat, vous pouvez poser des questions aux personnes qui vont présenter tout ça. Et à l'issue de leur présentation, sur les 10-15 dernières minutes, on répondra à vos questions. Mais ça, je crois que vous en avez l'habitude. Voilà. Bon, écoutez, je crois qu'il est l'heure de lancer ce webinaire, cette présentation. Et tout de suite, je vais céder la parole à Eva Mladenovic qui va nous présenter l'écosystème des startups en République tchèque. Merci Pascal. Bonjour, je suis Eva du bureau de représentation de la banque CIC à Prague et je suis ravie de vous emmener à la découverte de l'univers dynamique de start-up en République tchèque. Notre pays, autrefois connu comme le pays de la bière ou parfois comme l'usine d'assemblage, est en train de changer. Depuis plusieurs années, de plus en plus de voix s'élèvent pour encourager un changement d'attitude et stimuler le pays vers une nouvelle voie, celle de l'innovation. Mon intérêt pour l'univers des startups a été attiré par un post LinkedIn qui déclarait la République tchèque d'être le meilleur endroit pour créer sa startup en 2023. En effet, depuis 2010, la République tchèque connaît une croissance rapide de son écosystème de startups avec environ 2000 startups actives actuellement. La technologie d'information domine, englobant des domaines comme logiciel en tant que service, traitement des données, la cybersécurité, le commerce électronique, la fintech ou l'intelligence artificielle. Sur le slide suivant, nous pouvons parler de l'écosystème en détail. Commençons par l'environnement. La République tchèque, avec 10 millions d'habitants, est un pays situé au cœur de l'Europe. Les startups se concentrent surtout dans sa capitale, Prague, et la deuxième ville, Brno. Prague se classe parmi les meilleures villes en termes de qualité de vie, attirant ainsi des talents du monde entier. De plus, les infrastructures de qualité
et les coûts d'opération compétitifs font de la Tchéquie un choix attractif pour les startups. Vu la taille du marché local, les startups sont en général créées avec une ambition globale. En ce qui concerne le cadre réglementaire, la stabilité économique et la fiscalité avantageuse, notamment en matière d'imposition des sociétés, renforcent l'attrait de la République tchèque. Bien que les défis tels que les contraintes administratives ou manque de numérisation de l'administration publique soient présents, les efforts sont mis en cours pour moderniser ce processus. Ce qui est par exemple le cas de la législation locale concernant le plan d'actionnariat salarié. En ce qui concerne le capital humain, avec des universités de haut niveau, la République tchèque bénéficie d'un secteur IT en pleine expansion. L'effectif du secteur IT a pratiquement doublé au cours des 5 dernières années. 160 000 de développeurs et des ingénieurs logiciels travaillent actuellement en République tchèque, dont 14 travaillent dans la recherche et développement. Cela montre la robustesse du secteur, qui devrait représenter 10% du PIB au cours de la prochaine décennie. Néanmoins, il est à noter que le coût de développeur se rapproche de celui des pays occidentaux. En matière d'accès aux capitaux, une cinquantaine de fonds d'investissement soutiennent activement des startups tchèques. Les investisseurs locaux se concentrent surtout sur les phases initiales. Bien que les startups plus matures doivent chercher leurs investissements en dehors du pays pour assurer les investissements plus importants, ils gardent souvent leurs équipes en Tchéquie. L'année 2021 et 2022 ont été exceptionnelles en termes de volume d'argent investi, établissement des records historiques. Cependant, le volume total a été influencé par quelques investissements particulièrement élevés. Comme dans d'autres régions, un ralentissement d'investissement est perceptible cette année en République tchèque. Il nous manque encore le soutien à l'écosystème. Depuis 2010, le développement des startups est encouragé par divers acteurs, tels que par exemple les accélérateurs, comme Startup Yard de Cédric, des incubateurs INI Prague, Impact Hub ou Parc technologique. Même le secteur bancaire et les institutions publiques, notamment Czech Invest et depuis cette année également Czech Trade, s'impliquent de plus en plus dans le soutien aux startups. Sur le slide suivant, vous pouvez voir des exemples de réussite et de projets bien engagés sur la voie de succès. J'ai pris l'exemple de la société Kiwicom, comme la société qui était déjà vendue. Il s'agit d'une société qui est active dans la réservation de billets d'avion. Fondée en 2012, sa plateforme permet aux utilisateurs de rechercher des liaisons alternatives et économiques entre des différentes compagnies aériennes. L'entreprise a été vendue en 2019 à un fonds d'investissement américain. Parmi les deux licornes tchèques, la société Product Board aide à rationaliser le travail de chef de produit dans des grandes entreprises, leur permettant de concentrer toutes les données nécessaires pour prendre des décisions plus informées sur le développement futur de leurs produits. La société tchèque, Rossum, est souvent désignée comme l'un des favoris les plus prometteurs pour devenir une licorne tchèque. En termes simples, Rossum enseigne aux ordinateurs à lire et à comprendre, enseigne aux ordinateurs lire et comprendre des documents automatisant les tâches routinières des employés. Ce projet est basé sur l'intelligence artificielle. Malheureusement,
Faute de temps, nous ne pouvons pas approfondir plus d'exemples en détail. Pour conclure, malgré un ralentissement dans des investissements cette année, la République tchèque demeure un lieu très attractif grâce à une combinaison de qualité, de prix et de stabilité. Les Tchèques sont connus pour leur talent d'ingénieurs, leur créativité et leur réputation de travailleurs relativement acharnés, du moins dans le contexte européen. Il s'agit d'une localité économiquement rationnelle, avec des impôts relativement bas et des coûts de manœuvre et d'exploitation moins élevés qu'à l'ouest. Le pays est également connu pour être politiquement stable et du point de vue de la sécurité, presque sans risque. Cependant, lors de la création d'une start-up, il est toujours important d'évaluer tous les besoins et les conditions spécifiques de votre secteur d'activité. C'est là où le bureau de CIC peut intervenir, prêt à vous appuyer dans votre projet basé en République tchèque. Merci de votre attention et je passe la parole à Cédric. Merci Eva. Cédric. Merci Eva. Rebonjour à tous. Donc, très rapidement, pour vous donner un peu de background sur moi, je travaille dans le secteur de la tech depuis 30 ans et je vis à Prague depuis 20 ans. Et je suis venu à Prague il y a 20 ans pour monter justement une start-up dans le domaine de la technologie. Et je suis venu à Prague justement pour les raisons qu'a souligné Eva sur la qualité des informaticiens, le coût de la vie et également la ville qui est très… Pour ceux qui ne sont jamais allés à Prague, je vous encourage fortement à venir. Je ne travaille pas pour l'Office du tourisme, mais c'est vraiment une ville magnifique. On confirme. Voilà. Je suis également conseiller du commerce extérieur de la France. Je suis membre du conseil d'administration de la Chambre de commerce franco-tchèque et je suis le coprésident de la French Tech Prague. Mais j'ai aussi un métier et mon métier, je suis le patron de Startup Yard. Startup Yard, c'est un accélérateur de start-up. C'est en fait le plus ancien accélérateur de start-up dans la région Europe centrale, Europe de l'Est. Nous sommes spécialisés dans l'aide et le support et l'investissement pour les jeunes pousses high-tech. Alors, peut-être une clarification sur le vocabulaire. Vous avez entendu parler des incubateurs, vous avez entendu parler des accélérateurs. C'est pas du tout la même chose. Un incubateur, c'est typiquement un business model où la société va se baser sur des loyers, en fait, et va louer des chaises et des bureaux dans un open space. Ça, c'est un incubateur. Un accélérateur, c'est une société qui investit dans des startups. Et donc, ce dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'était l'intérêt de rejoindre un accélérateur si vous êtes un entrepreneur et l'intérêt d'investir dans un accélérateur si vous êtes investisseur sans pour autant pousser Startup Yard en soi, c'est valide pour tout. Donc, pour un fondateur et spécialement un entrepreneur qui n'a aucune expérience pour monter une startup, un accélérateur est un environnement parfait puisque le principe d'un accélérateur, c'est d'entourer les entrepreneurs avec des gens qui ont de l'expérience. Dans le cas de Startup Yard, nous sommes environ une centaine de coachs, de mentors qui aidons les entrepreneurs à lancer leur start-up, à trouver leurs premiers clients et trouver leurs premiers investisseurs. Et c'est vraiment ça la valeur ajoutée d'un accélérateur. C'est pas trop le montant de l'investissement, puisque dans notre cas, nous n'investissons que 20 000 euros dans les startups que nous prenons, mais c'est surtout dans toute la valeur ajoutée intellectuelle et d'expérience que l'on peut fournir. Pour vous donner une idée, on est très sélectif, on accepte moins de 3% de startups dans des candidatures que l'on reçoit et nous recevons tous les jours entre 1 et 2 nouvelles candidatures. Startup Yard a accéléré des startups dans 27 pays, tous les pays de l'Europe centrale et de l'Est, à l'exception de Latvia et Monténégro. Nous avons deux startups françaises, 5 également en Angleterre, et une en Italie et une en Israël. Nous prenons les startups
en général juste avant qu'elles se lancent sur le marché. Donc ça, c'est vraiment notre spécialité. Il ne faut pas qu'ils aient un PowerPoint uniquement, ça ne nous intéresse pas. Il faut qu'ils aient un prototype, une bêta, quelque chose, un produit qui est presque fini. Et là, c'est là où nous, on peut intervenir, sachant qu'en général, quand vous avez en face de vous des entrepreneurs de la tech, c'est souvent des informaticiens. C'est très rarement des gens du business et du management. Donc, comme je le dis souvent, ce sont des gens qui savent comment développer des produits informatiques, comme tout bon informaticien a priori, mais ils sont peut-être un peu nuls pour tout ce qui est marketing, vente, embauche d'employés, de collaborateurs et de levée de fonds. Et c'est le travail que nous, on fait. Je dis toujours que c'est plus facile de transformer un informaticien en un commercial que l'inverse. Il y a beaucoup de cas, d'ailleurs j'en suis le cas, moi à la base je suis un ingénieur en informatique, mais j'ai passé toute ma carrière en étant patron de boîte en fait et commercial. Et donc on les aide justement pour développer leur business, trouver des clients, améliorer le produit, s'exporter, puisque donc on travaille sur cette région et les startups en général veulent attaquer les marchés de l'Europe de l'Ouest et les marchés américains. On les aide également à développer leur pitch qui va leur permettre de trouver des investisseurs. Je travaille énormément avec eux sur tout ce qui est les budgets, les projections financières. En général, quand vous regardez les projections financières d'une startup, ça a la forme d'un hockey, d'un stick de hockey, c'est-à-dire que ça va toujours, ils sont tous milliardaires au bout d'un an et demi. Donc ça, c'est pas la réalité. Donc, ça fait partie du travail que l'on fait de les ramener un peu sur la réalité. Donc, si vous êtes dans la tech, si vous avez une idée startup, si vous êtes entrepreneur, surtout, n'hésitez pas. Il y a beaucoup d'accélérateurs à travers le monde. C'est un marché qui est très compétitif. Nous, on est le plus ancien dans la région, donc je pense que ça veut dire qu'on fait quelque chose de pas mauvais. Mais n'hésitez pas, vraiment, ça a une énorme valeur ajoutée. La valeur, c'est vraiment dans le réseau et dans les compétences de l'équipe de l'accélérateur. Voilà, donc ça, c'est le côté entrepreneur. Côté investisseur, investir dans des startups, déjà, c'est un des investissements les plus risqués qui existent sur le marché. C'est même encore plus risqué que les crypto-monnaies. La majorité des startups se plantent. Les statistiques sont très claires. 9 startups sur 10 ne survivent pas. Donc, vous voyez à quel point c'est un investissement qui est très, très risqué. En général, des investisseurs privés, qu'on appelle les business angels, investissent 50 000, 100 000 s'ils ont les capacités dans des startups. Donc, dans ce cas-là, vous avez vraiment 2 possibilités. Soit vous trouvez une startup que vous aimez bien et vous avez envie d'investir, vous allez investir vos 50 000 euros dans une startup. C'est un peu, vous faites tapis. Si vous êtes joueur de poker, vous comprendrez ce que je veux dire. Le risque est le maximum. Vous n'avez absolument pas diversifié votre portfolio d'investissement dans des startups. L'alternative, c'est d'investir dans un fonds d'investissement comme un accélérateur qui, lui, le métier, c'est déjà c'est leur métier d'investir dans des startups. Donc, vous basez sur une équipe qui, a priori, a de l'expérience. Mais surtout, un accélérateur va investir dans plusieurs startups. Je ne l'ai pas mentionné, dans notre portfolio, on a 105 sociétés qui ont levé plus de 100 millions d'euros. Eva a parlé de Rossum avant. Rossum est une de nos sociétés qui est probablement une licorne à venir. Donc, si vous êtes un investisseur, que vous investissez dans un accélérateur, votre investissement va être réparti sur plusieurs startups, ce qui vous permet de un petit peu mitiger le risque qui peut arriver devant vous. Excusez-moi, je ne parle pas souvent en français. Donc, et puis, je regarde le chrono pour être sûr que je suis dans les temps. Non, il n'y a pas de problème, Cédric. C'est parfait. Donc, voilà, c'est une idée. C'est le principe, c'est un peu de dérisquer un investissement dans des startups. La deuxième chose, c'est que pour un investisseur dans le monde des startups, vous êtes aussi bon que le nombre de startups que vous allez voir, ce qu'on appelle le deal flow. Donc, plus vous allez voir de candidats, plus vous avez la capacité de faire des choix et de choisir les bonnes. Or, c'est très difficile de trouver des startups qui
sont des nouvelles pousses, donc par définition ne sont pas visibles, ne sont pas encore sur le marché. Je dis souvent, mon job, c'est de trouver les startups qui sont invisibles, que personne ne voit, qui sont dans des garages en train de travailler. Donc encore une fois, si vous investissez dans un accélérateur, vous bénéficiez de leur deal flow. Comme je vous disais tout à l'heure, chez nous, on a 1 à 2 candidatures tous les jours qui arrivent directement dans notre système. Et le troisième point peut-être que je vais souligner, c'est que c'est utiliser l'expertise de professionnels. C'est-à-dire que plutôt que vous investir directement dans une startup, vous investissez dans une équipe dont c'est le job de trouver les bonnes sociétés, dont c'est le job de les développer, de les aider à travers leur réseau, leur connexion, de l'investissement, etc. Voilà, j'avais fait 9 minutes, on m'avait dit 10 minutes. J'espère que je vous ai donné un aperçu des deux côtés en fait du marché des accélérateurs. Je pense que Pascal partagera mon contact après. Bien sûr. Si jamais vous avez des questions, donc n'hésitez pas soit sur le chat tout à l'heure ou soit par email à me poser des questions. Je suis à votre disposition. Mais c'est une industrie. Nous faisons partie des gens qui font cette industrie et je pense que c'est important de le signaler. Voilà, merci à tous. J'espère que ça vous a intéressé. Merci beaucoup, Cédric. Juste une question, je vais me permettre, contrairement à ce que je vous ai dit avant le webinaire, je vais poser une question en direct. Cédric, est-ce que dans ton accélérateur, tu as des secteurs exclus? Alors, oui. On exclut les… Déjà, plutôt qu'exclure, on se focalise sur le B2B, le business to business. On a pris quelques sociétés dans le B2C, mais il faut savoir que la région n'est pas très forte dans le B2C. Donc, il y a très peu, à part Skype, il y a très peu de succès mondiaux de sociétés du B2C. Et Skype, ça a quand même 30 ans maintenant. Ensuite, on n'investit pas, par exemple, dans tout ce qui est jeux vidéo. Les studios de jeux vidéo, c'est un peu comme si vous investissez dans un groupe de rock. Soit ils vont avoir un hit et vous serez gagnant, soit ils vont avoir que des chansons nulles et vous ne serez pas gagnant. Le problème des jeux de vidéo, des studios de jeux vidéo, c'est un peu pareil. Ça va dépendre de leur capacité à créer des jeux qui seront excessivement successful. On n'investit pas non plus dans les services de rencontres parce que par définition, les services de rencontre perdent leurs clients une fois que les gens se sont rencontrés. Même s'ils peuvent être à beaucoup de succès. Et à part ça, nous, notre motto, c'est d'investir dans la technologie plutôt que dans des industries spécifiques. La région, comme le mentionnait Eva, non seulement la République tchèque, mais toute la région centrale et Europe de l'Est, est très forte en techno. C'est des très bons matheux, c'est très bon en physique. En général, quand on est bon en maths, on est bon en physique, on est bon en informatique. Donc, nous, on investit sur des technologies et on essaie de travailler avec eux pour les aider à trouver les business, les secteurs d'activité. Donc, on a des sociétés dans la fintech, on a des sociétés… Mais toutes nos sociétés ont une chose en commune, c'est le high-tech et très souvent l'intelligence artificielle. Voilà, pardon, c'était une réponse un peu longue. Non, très excellent. Merci beaucoup Eva et Cédric pour cette présentation du marché tchèque. On voit tout son intérêt, vous l'avez bien signalé. Et comme Eva le disait, évidemment, vous savez que nos intervenants et nous-mêmes, nos bureaux de représentation, sont aussi à votre écoute, pour vous accompagner sur ces pays. Je passe la parole à Alexandro. On va changer de pays et on va se focaliser désormais sur la Roumanie. À toi, mon cher Alexandre. Oui. Merci Pascal. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais mettre en avant les atouts que présente la Roumanie. Tout d'abord, c'est un pays en plein développement qui offre de nombreuses opportunités d'affaires. En effet, en 2022, le taux de croissance du PIB était de plus 4,8%. Et cette année, on va dépasser les 300 milliards d'euros de PIB. Ensuite, la Roumanie représente un grand marché avec une population de 19 millions d'habitants. Le pouvoir d'achat est en augmentation. Il représente à peu près à 77% du niveau moyen du pouvoir d'achat de l'Union européenne. Ensuite, la Roumanie représente
représente plutôt une main-d'œuvre qui reste encore moins chère que dans le reste de l'Union. Et elle est bien qualifiée. Et un autre atout du pays, surtout pour les entreprises qui souhaitent s'installer en Roumanie, est représenté par la fiscalité avantageuse, qui peut être un argument pour l'implantation en Roumanie. La population est jeune, elle parle de nombreuses langues étrangères. Après l'anglais, le français est la deuxième langue étrangère enseignée. Et il y a aussi un fort lien avec la France pour des raisons historiques, économiques. La France étant le troisième partenaire commercial de la Roumanie, mais aussi parce que la culture et la langue roumaine sont latines. Donc, dans cette économie dynamique, le secteur des TIC se développe encore plus rapidement. En 2022, le secteur a accru de 20%, contribuant à hauteur de 6,5% du PIB de la Roumanie. Et pour le premier semestre 2023, la part du secteur IT a encore augmenté. Il est désormais de 7,5%. On compte environ 240 000 personnes travaillant dans cette industrie, soit un doublement de l'effectif en 5 ans. Cela est dû essentiellement au nombre de diplômés en computer sciences qui sortent des universités roumaines chaque année. Environ 9 500 jeunes ITistes rentrent sur le marché du travail chaque année. En termes de pôle d'activité, cela reste quand même Bucarest, la capitale, avec 60% du chiffre d'affaires généré, mais d'autres villes se développent grâce à l'IT, notamment Cluj-Napoca en Transylvanie, Timișoara à l'ouest du pays, ou encore Iași dans le nord-est de la Roumanie. Enfin, une grande partie du chiffre d'affaires généré par l'industrie est exporté. Le secteur IT ayant la deuxième plus grande contribution aux exportations de services du pays, après le transport de marchandises et de personnes. Et cela représente à peu près 6,6 milliards d'euros. Si on peut se demander aussi pourquoi ce secteur a connu une telle trajectoire en Roumanie, et je pense que cela s'explique pour 2 raisons. Tout d'abord le capital humain et ensuite l'infrastructure télécom. La main-d'œuvre est très bien qualifiée. 76% des personnes employées dans le secteur IT a suivi des études universitaires. Un autre point à souligner est la forte proportion de femmes travaillant dans ce secteur. Comparé aux autres pays de l'Union, c'est un niveau assez élevé. Enfin, les jeunes de moins de 35 ans représentent presque la moitié du total des employés du secteur IT. Et la deuxième raison qui a permis le développement du secteur IT en Roumanie est la bonne infrastructure télécom. Le pays a réalisé un saut technologique en déployant directement la fibre optique à la place des lignes de cuivre, ce qui nous a permis de figurer dans le top mondial en termes de vitesse de téléchargement. Et la couverture, elle est d'un bon niveau, avec des prix abordables également. Enfin, pour entrer aussi dans le sujet de l'écosystème roumain des startups, qui connaît un essor important, on compte environ 6500 sociétés. Les Roumains se sont lancés, je dirais, dans l'entrepreneuriat. Ils ont embrassé la carrière entrepreneuriale, poussés aussi par des success stories comme par exemple UiPath, qui est spécialisé dans le RPA ou l'automatisation robotisée des processus. C'est la première licorne roumaine. Elle est cotée désormais à la bourse de New York avec une capitalisation d'environ 13 milliards de dollars.
On peut aussi donner comme exemple Bitdefender, qui est reconnu comme leader de la cybersécurité. D'ailleurs, la Roumanie est reconnue pour ses spécialistes en cybersécurité dans l'Union. Et c'est pour ça que l'Union européenne a fait le choix de choisir plutôt Bucarest pour installer son centre de compétences en cybersécurité. D'autres exemples qu'on peut citer sont Druid, qui est un fournisseur mondial de axé sur l'intelligence artificielle conversationnelle, ou EMAG, qui est le concurrent d'Amazon dans les PECO. Enfin, la Roumanie a connu un développement fort grâce à l'externalisation et la sous-traitance IT. De nombreux groupes internationaux ont fait le choix de s'y installer afin de développer des logiciels, de gérer des données, administrer des sites web ou encore de créer des applications mobiles. On voit les grands noms mondiaux, mais on peut aussi citer des sociétés françaises qui ont fait le choix de venir en Roumanie, telles que Ubisoft, Capgemini, Atos ou Pentalog et bien d'autres. Je voudrais laisser la parole à Grégoire afin d'approfondir ces aspects de l'outsourcing et des opportunités qu'offre la Roumanie dans le secteur IT. Merci. Merci Alexandro. Grégoire. Merci beaucoup Alex pour cette présentation. Comme tu évoquais à l'instant le monde de l'IT et de l'outsourcing, ça me permet de m'introduire en disant que c'est mon premier business, c'était dans le domaine du BPO et de l'outsourcing. Je suis français, originaire de région parisienne, et puis moi j'ai débarqué comme beaucoup de Français en Europe de l'Est à la conquête de cet Eldorado, pour reprendre les termes du titre de la conférence qu'on a aujourd'hui. Donc moi je suis arrivé en Roumanie et je me suis posé la question après un VIE. Je me suis dit qu'est-ce que la Roumanie a à offrir? Et comme je suis un entrepreneur assez simple, je me suis dit essayons d'observer quels sont les avantages de la Roumanie sur lesquels je pourrais m'appuyer pour lancer un business. Et je me suis rendu compte, comme l'a très bien dit Alex, que les Roumains sont un peuple polyglotte. J'étais assez impressionné par le fait qu'il y a beaucoup de francophones, d'hispanophones, d'italophones, de germanophones et naturellement d'anglophones. Je me suis dit comment est-ce que je peux m'appuyer sur ce multilinguisme. Et je me suis dit, il n'y a pas encore beaucoup de call center à l'époque, pas beaucoup de contact center. Le BPO était vraiment en train d'émerger. Et donc, avec des collaborateurs, avec une équipe de 8 collaborateurs et avec des associés, on a lancé une équipe dans le domaine du BPO. On avait 8 personnes, on avait 8 employés en avril 2007. Et aujourd'hui, on a 7000 collaborateurs sur 2 pays que sont la Roumanie et la Bulgarie. Donc, en tant que serial entrepreneur, cette entreprise, c'est mon plus gros bébé. Et je lance une nouvelle entreprise par an. Je suis par ailleurs business angel. J'investis essentiellement dans des entreprises qui sont des startups technologiques. Je lance une boîte par an. Au total, donc, c'est 22 entreprises dans lesquelles je suis impliqué. Et effectivement, pour reprendre ces termes du nouvel Eldorado pour les startups, je pense qu'Alex l'a bien dit. Donc, il y a 5000 entreprises françaises en Roumanie. Rares sont les sociétés du CAC 40 à ne pas avoir de présence en Roumanie. Donc, c'est assez insolite, c'est assez surprenant, c'est assez méconnu, j'allais dire, en France d'ailleurs. Et il suffit d'arriver à Bucarest pour se rendre compte de la présence des acteurs français, des acteurs économiques français. Orange est le plus grand opérateur télécom. Parmi les plus grands retailers du pays, il y a les grandes marques françaises, Carrefour, Auchan, Decathlon, Leroy Merlin et j'en passe. La Société Générale est une des principales banques. Renault Dacia est la première entreprise du pays qui représente 4% du PIB roumain. Donc, la plus grosse boîte de Roumanie appartient à une entreprise du CAC 40. Alors ça, c'était effectivement pour les grandes entreprises. Et pour parler plus spécifiquement de l'écosystème des startups en Roumanie, effectivement, on a un écosystème en pleine effervescence. Alex mentionnait tout à l'heure UiPath. Il est dingue de penser qu'effectivement, la plus grande startup technologique roumaine est beaucoup plus grosse que les plus grosses startups technologiques françaises. Effectivement, c'est 13 milliards de capitalisation pour ce numéro 1 des startups en Roumanie qui s'appelle UiPath, qui est spécialisé dans le RPA. Et c'est plus de 2 fois plus que les plus grosses sociétés de la French Tech 120 en France. Donc, effectivement, sur quoi s'appuient les succès d'entreprises comme UiPath, ça a été mentionné. Qualité de la main-d'œuvre, surtout quand il s'agit de l'informatique. On trouve de très, très bons développeurs, de très bons scientifiques, de très bons ingénieurs informaticiens.
C'est 500 000 personnes en Roumanie qui ont suivi une formation, les disposant, les préparant au domaine des sciences et de la technologie. Donc, par habitant, ramené à par habitant, c'est plus que l'Inde, la Chine, la France ou les États-Unis. C'est effectivement quelque chose d'important à mentionner. Alors après, je vais vous donner un bémol parce que j'aime bien effectivement quand on essaie d'équilibrer un petit peu les choses. Même si la Roumanie présente énormément d'atouts qui seraient susceptibles d'intéresser certains d'entre vous qui assistaient à cette conférence, je dois dire que le bémol que j'ai pu identifier pour ma part, c'est le fait qu'il n'y a pas vraiment de dispositif d'aide. Moi, quand j'ai une de mes entreprises a une filiale dans le sud-est du pays, dans le sud-ouest du pays, pardon, où on embauche 300 collaborateurs. J'ai fait mon petit tour, je suis allé dans différentes régions de Roumanie en disant voilà, je voudrais monter un site en dehors de Bucarest, des centaines de collaborateurs à recruter sur un temps assez court. Et aucun dispositif d'aide, aucune subvention locale. Alors, je sais qu'on est très, très fort en France là-dessus, avec la BPI, mais pas seulement avec les aides des régions. Donc ça, j'allais dire, c'est le seul bémol que je peux mentionner. Sinon, pour le reste, effectivement, sur le plan culturel, c'est très facile quand on est français, comme moi, débarquer ici, culture latine. On a un fit culturel qui est assez évident, alors que quand on traverse la frontière, on tombe dans des pays qui sont plutôt des pays slaves. On dit souvent que la Roumanie est un îlot de latinité dans un océan slave. Et je pense que cette phrase capture vraiment l'essence de ce que peut représenter la Roumanie. Et donc, ça facilite naturellement les interactions dans le domaine économique business. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'entreprises françaises qui viennent d'abord s'établir en Roumanie et utilisent la Roumanie comme un premier bastion pour s'étendre ensuite dans d'autres pays de la région. J'ai presque fini. Je dois dire qu'en dehors de ma casquette de serial entrepreneur et d'investisseur, j'ai le plaisir, le bonheur et le privilège de porter le projet French Tech en Roumanie depuis 2019. C'est quelque chose de méconnu aussi et je vais vous apprendre quelques trucs. Et ça, c'est peu su en France. Il y a 67 communautés internationales de la French Tech. C'est-à-dire qu'en dehors, effectivement, de la French Tech en France, via les communautés et les capitales, on est 67 à être dans le monde entier, à porter les couleurs du drapeau, le coq rouge de la French Tech. La French Tech Bucarest fait partie des French Tech les plus actifs au monde. On a 8 événements par an qui accueillent en moyenne 500 personnes. Et on a parmi nos sponsors les plus grandes entreprises qui sont impliquées localement. Voilà. Donc, Pascal, est-ce que j'ai dépassé le temps qui m'était imparti? Non, tu as encore du temps, Grégoire. Hein, si tu veux ajouter quelque chose, tu peux. Super. Alors peut-être très très rapidement, quel est mon mode de fonctionnement moi en tant qu'entrepreneur? J'ai l'humilité et la modestie de penser que je suis pas plus intelligent que des serial entrepreneurs en Europe de l'Ouest ou en Amérique du Nord. Donc je lance un nouveau business par an en tant que cofondateur, investisseur, et je m'inspire généralement de modèles qui cartonnent à l'étranger. Je me dis que ça ne sert à rien de réinventer la roue, que les meilleures idées dans le domaine des startups, elles ont déjà été testées, elles ont été déjà déployées. Et si ça n'a pas fonctionné, c'est qu'il y a probablement un problème. En revanche, donc moi, ce que je fais, c'est que je passe 30 minutes tous les matins et je regarde les newsletters technologiques, les newsletters qui portent sur les startups, donc les newsletters françaises, anglaises, allemandes et nord-américaines. Et une fois de temps en temps, j'entends parler dans ces newsletters, sur ces sites d'information, de boîtes qui cartonnent. Et je me dis, voilà, est-ce qu'il y a un marché pour l'Europe du Sud-Est qui est ma zone? Donc, moi, ma zone, c'est Roumanie, Moldavie, Bulgarie, Grèce et Hongrie. Quand les délais suffisants, je mets à disposition d'une partie de mon équipe qui est composée d'anciens consultants. Je dis, est-ce que ce business qui cartonne aux États-Unis et qui maintenant est présent dans 10 marchés, qui vient de lever tant de centaines de millions, est-ce qu'il y a un potentiel dans notre région qui est l'Europe du Sud-Est? Et souvent, c'est le cas, le timing est bon. Donc, on lance en s'inspirant de modèles qui fonctionnent déjà à l'étranger. On ne fait pas un copy-paste, c'est pas dans le système des usines chinoises, on s'inspire et on adapte en fonction des spécificités de l'Europe du Sud-Est. Ce qui, moi, du coup, me permet de monter des startups dont le modèle a déjà été éprouvé, a déjà été testé, a fonctionné dans d'autres pays. Ça, c'est la première chose. Ça me permet de lever de l'argent plus rapidement parce que lorsque je vais voir des VC, les VC me disent, effectivement, là, tu t'inspires d'un modèle qui est déjà dans le marché. La dernière boîte, c'est Bonheur. C'est une application mobile anti-gaspillage inspirée de tout, présente dans 21 pays, 100 millions d'euros de chiffre d'affaires. Ils ne sont pas présents en Europe de l'Est. Ça cartonne partout ailleurs. On s'est inspiré du modèle. On a essayé de dépasser le modèle initial dont on s'est inspiré même. Copier les forces et nous inspirer des forces. Là où on a identifié des faiblesses et des axes d'amélioration, on l'a fait. Et donc, on est en train de s'attaquer à l'Europe du Sud-Est. On a 200 000, on a lancé il y a 2 ans. On a 200 000 utilisateurs, etc. Et donc, à chaque fois, lancer des business en s'inspirant de trucs qui cartonnent déjà à l'étranger, parce qu'on a encore une fois, on a l'humilité de penser qu'il ne faut pas réinventer la roue, que beaucoup de belles choses ont déjà été lancées, testées et créées ailleurs.
Est-ce que j'ai encore un petit peu de temps ou est-ce que Oui, je tu as encore, allez, tu as encore quelques minutes à ta disposition. Ok, super. Donc, alors peut-être parler de l'expatriation. Donc, moi, pendant mes études d'école de commerce, j'ai pas mal bourlingué. J'ai passé en Nouvelle-Zélande, aux États-Unis et dans d'autres pays. Et en fait, j'ai un vrai cœur pour la Roumanie parce que la Roumanie, c'est un pays dans lequel il y a encore des choses exceptionnelles à faire. Alex le mentionnait très bien, c'est un pays qui est en forte croissance. C'est un pays où quand on se lance dans le business, il y a encore de la place. On n'est pas dans un environnement des affaires qui est saturé, comme ça peut être le cas en France, parce qu'en France ou en Angleterre, aux États-Unis, on a de très, très bonnes écoles de commerce, on a des tempéraments qui sont plus entrepreneuriaux. Et donc, il y a déjà beaucoup d'entrepreneurs, la concurrence est rude. En Europe de l'Est, on a encore la chance, à condition d'avoir des bonnes idées, d'être travailleur et de bien s'entourer, on a encore la chance de pouvoir faire de très, très belles choses. Moi, en 2007, quand j'ai monté ma première boîte, si je l'avais montée en région parisienne, dont je suis originaire, je ne pense pas que j'aurais eu la même traction, je ne pense pas que j'aurais eu le même succès. Parce qu'en fait, on est sur des territoires, l'Europe de l'Est, où c'est quand même, il y a encore des opportunités, c'est encore des territoires qui sont vierges. Il n'y a pas d'école de commerce, il n'y a pas de MBA. Je suis en train de lancer un executive MBA. D'ailleurs, le premier véritable executive MBA inspiré ça s'appelle Beyond Business School, je suis en train de le lancer. Donc, comme il y a moins de concurrence, on va dire, sur les profils entrepreneuriaux, on a des super, encore une fois, des gens polyglottes qui sont très, très forts en informatique. Mais le côté entrepreneurial est encore très, très peu répandu pour des raisons culturelles et pour des raisons de manque d'éducation dans ce domaine-là. Encore une fois, il n'y a pas l'école de commerce. Donc, en fait, ça laisse la possibilité à des gens comme moi d'avoir peut-être davantage de potentiel quand on lance des projets. D'ailleurs, moi, je suis arrivé donc comme VIA, volontaire international d'administration, en 2006 en Roumanie, et j'ai décidé de rester pour monter ma boîte. Et je connais 50 entrepreneurs français établis à Bucarest, étant arrivés initialement dans le cadre d'un VIE ou d'un VIA, généralement c'est le VIE, ayant décidé de rester, de monter leur boîte. 50 personnes qui ont monté leur boîte, qui sont restées. Je rebondis sur ce qui a été dit tout à l'heure. Effectivement, le monde des startups technologiques, c'est un vaste cimetière. C'est 90% effectivement des startups technologiques qui ne souffleront jamais leur 4e bougie en Europe. La statistique varie d'un pays à un autre. Dans les pays scandinaves, il y a moins de taux de plantage. Dans d'autres zones d'Europe, en Europe du Sud, il y a un peu plus de plantage. Mais la moyenne européenne, c'est 90%. Donc, il faut avoir le cœur bien accroché. Il faut aimer les montagnes russes. Il faut aimer l'ascenseur émotionnel que procure le monde des startups. Parce que effectivement, Cédric le disait, c'est plus statistiquement, c'est comparé à l'investissement dans le monde des crypto-monnaies. Donc moi, je suis un animal entrepreneur, je suis un hyperactif. Donc pour moi, ça m'assied cet univers des startups et de l'entrepreneuriat. Mais je fais quand même attention à ne pas avoir un taux de plantage de 90% sur mes startups. Et pour ne pas avoir un taux de plantage de 90% sur mes startups, je les lance en m'inspirant de modèles qui cartonnent à l'étranger. Je m'entoure de high flyers. C'est très difficile. Et 1% des gens que je vois en entretien, je les recrute. 1%. Donc je pense que s'entourer des meilleures personnes, c'est naturellement la clé. S'inspirer de business qui cartonnent déjà à l'étranger, c'est aussi la clé. Et puis après, tout est question de mindset, tout est question d'ambition, tout est question de capacité de travail. Et puis une dernière chose, je pense que dans le monde des affaires, la réputation, c'est tout. Parce que moi, à chaque fois que je monte un nouveau business, la raison pour laquelle j'arrive à trouver des partenaires, c'est que j'ai pas un seul ennemi. Je fais du business en Roumanie depuis 2007. J'ai pas un seul ennemi, j'ai pas une seule casserole. J'ai toujours fait le business très, très clean. Et voilà, je pense que ça fait partie des clés de succès à long terme. Cela étant dit, moi aussi, j'ai planté quelques startups. Je suis pas à 90% de plantage, mais je suis à 20%, ce qui fait quand même que je plante une startup sur 5. Et j'aimerais un jour amener cette statistique à 0%. Pascal, est-ce que j'ai encore quelques minutes ou est-ce que je suis Non, je crois là on est à peu près au bout, Grégoire. Donc, je vous remercie à tous pour votre attention. J'espère que j'ai fatigué personne. Non, on voit. Je suis un entrepreneur passionné. Ceux qui souhaitent me poser des questions, on peut le faire via le chat sur LinkedIn. On voit ta passion qui est ressortie par ton intervention. Quel meilleur ambassadeur de la Roumanie qu'en effet que Grégoire. Et alors c'est amusant, tu parlais de Too Good To Go. Hier au soir, hier en fin d'après-midi, c'était la finale des peut-être le savez-vous que le CIC depuis plusieurs années fait des Business Awards pour les startups qu'on appelle CIBA, d'accord, et notamment participer à une table ronde la fondatrice de Too Good To Go. Donc c'est marrant cette conjonction un jour près. Voilà, je voulais juste le signaler. Merci Cédric. C'est un signe, absolument. Cédric, est-ce que tu partages ce qu'a dit
Et j'imagine ton collègue de Bucarest sur les startups, même si toi tu as un accélérateur, en termes de business model, c'est peut-être un peu différent les gens que tu accueilles au sein de ton accélérateur. Ouais, en fait, il y a deux approches. Il y a l'approche prendre ce qui existe à l'étranger et le répliquer, ou partir sur des choses qui n'existent pas. Donc nous, en général, la plupart de nos sociétés sont plutôt basées sur de l'innovation technologique. Donc c'est très rare que ça soit des copy-paste, mais on en a eu quelques-unes. Et comme Grégoire l'a dit, hein, il suffit pas de copier-coller pour être successful. Malheureusement, ça serait trop simple. Ça serait merveilleux. Ça serait super. Donc, oui, non, tout à fait. D'accord, c'est un modèle qui… Un modèle classique. Et en général, peut-être que Grégoire va confirmer ça, l'idée ultime, c'est de revendre ensuite ces sociétés quand les gros acteurs américains qui étaient à l'origine de l'idée vont arriver sur le marché. En général, c'est un peu la porte de sortie que ces entreprises espèrent avoir. En France, on a eu le cas, par exemple, je parlais des sites de rencontres tout à l'heure, donc on a eu le cas en France avec Mythic, la boîte de Marc Simoncini, qui était une copie de Match.com et qui a été racheté d'ailleurs par Match.com. Mais il y en a plein d'autres. Il y a le français dont j'ai oublié le nom des années fin des années 90 qui a été racheté par eBay. Donc ça, c'est tout à fait classique à partir du moment où la culture locale convient au service. Regardez Uber, il y a plein de copies de Uber à gauche, à droite, avec Bolt, par exemple, ici dans notre région. Donc, c'est tout à fait classique, bien sûr. Complètement d'accord avec Cédric. L'idée, effectivement, de monter des startups sur un modèle d'inspiration, c'est qu'effectivement, ça assure un plan d'exit. Il y a une erreur qui est commise, à mon avis, par beaucoup d'entrepreneurs qui se projettent pas, au-delà de 3, 4 ou 5 ans. Et l'exit, effectivement, ça peut être la finalité pourtant, que ce soit conscient ou inconscient pour beaucoup de fondateurs. Donc moi, lorsque je m'inspire effectivement de boîtes, j'ai fait 4 exits comme ça. Okay, donc, quand je m'inspire de boîtes qui cartonnent sur d'autres marchés, non seulement ça limite le taux de plantage parce qu'on sait que si une boîte fonctionne sur un marché, il n'y a pas de raison que dans ma zone ça ne fonctionne pas. 2, on lève de l'argent plus facilement parce que les VC sont rassurés par le fait que le modèle fonctionne ailleurs. Donc, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas dans la zone puisque de toute façon, tout arrive tôt ou tard en Europe de l'Est. Effectivement, moi, à chaque fois que je lance une nouvelle boîte, j'ai un plan d'exit. J'ai une stratégie d'exit. Qui sont les repreneurs éventuels, à quelle période, etc. Moi, quand j'ai lancé Bona.eco, j'ai discuté d'abord avec la CEO de Too Good To Go, m'assurer qu'ils ne débarquaient pas demain en Europe du Sud-Est, parce que sinon, ils allaient nous écraser. Ils m'ont dit, vous avez 3-4 ans avant qu'on arrive. Très bien, c'est parfait, ça nous laisse 3-4 ans pour nous développer. On leur parle régulièrement, et voilà, et peut-être qu'un jour, il y aura un partenariat, il y aura une joint venture avec eux ou avec un autre. On discute avec 5 acteurs internationaux qui sont dans notre secteur d'activité, qui étaient là bien avant nous, donc qui sont beaucoup plus gros, et qui un jour ou l'autre s'intéresseront à notre zone. Je pense que pour tout entrepreneur qui aime se projeter, faire les choses, mais en anticipant, il est toujours intéressant qu'il y exite ou pas, mais avoir comme opportunité, parmi les différents scénarios, un exit éventuel, et dans le cas de cet exit éventuel, savoir qui potentiellement peut être intéressé. Je pense que ça, c'est fondamental. Il faut aussi savoir que les grosses boîtes américaines qui sont anciennes startups, à un moment, leurs investisseurs vont les pousser pour une expansion internationale parce que quand ils sont américains, ils ont quand même un focus américain et en général, ils lèvent de l'argent pour cette expansion internationale et la méthode la plus facile, c'est d'acheter le leader sur le marché dans lequel vous entrez. Facebook, je suis assez vieux pour me souvenir que Facebook a fait la même chose quand ils ont acheté le leader des réseaux sociaux en Allemagne, le leader des réseaux sociaux en Espagne, par exemple. Donc, ça a du sens, absolument. Ouais. Alors, c'est amusant parce que c'est une stratégie pour Renaud qui suis banquier.
vieille école, on va le dire comme ça, qui est toujours qui est pertinente. Mais nous, on a l'habitude, vous savez, de tracer le sillon et tout, et de trouver ses premiers clients et de faire construire le business model comme ça. Et c'est la même chose, mais avec une sortie qui est déjà anticipée, en fait. Hein. Mon dernier exit, Pascal, pour aller dans ton sens, mon dernier exit, c'est une boîte qui s'appelait Phoenix.eco, que j'ai lancée en avril 2020 en Roumanie et que j'ai revendu 14 mois plus tard à une French Tech 120 qui s'appelle Recommerce Group, qui maintenant appartient au groupe Mullier. Parce qu'en fait, j'ai lancé cette boîte parce que je me suis rendu compte qu'en France, 15% des téléphones reconditionnés, 15% des téléphones vendus étaient reconditionnés. C'est quand même incroyable en 2020 qu'il n'y ait pas un seul acteur en Roumanie qui vend des téléphones reconditionnés. Donc, je me suis inspiré, non pas de Back Market, mais de Recommerce Group, parce que je voulais avoir un business model proche de leur. J'ai monté la boîte en m'inspirant de ce qu'ils faisaient. Avant de monter la boîte, je leur ai dit New Kids on the Block, on est français, mais on lance la boîte en Roumanie. Au bout de 14 mois, ils ont racheté parce qu'en fait, ils sortaient d'un conseil d'administration 1 an après, 8 mois après, ils ont dit on est intéressé par un développement international, on devrait accélérer, est-ce qu'on doit faire des acquisitions? Si on est en contact avec Greg en Roumanie, il s'intéresse à l'Europe du Sud-Est, etc. Au bout de 14 mois, j'ai fait mon exit. Alors là, c'est hyper prématuré, ça va très vite, c'était très opportuniste, mais dans le bon sens du terme, parce que moi, je continue à accompagner la boîte. J'entends. Le truc important, c'est que moi, quand je vends des boîtes, je reste impliqué au board ou en tant qu'advisor, etc., pour continuer à assurer la croissance de l'entreprise. Parce qu'il y a aussi un attachement émotionnel. Le monde de l'entreprise, le monde des startups, le monde de l'entrepreneuriat, c'est pas une aventure financière, c'est une aventure humaine. On s'attache à l'équipe, on s'attache à la marque, on s'attache au business. Et c'est comme ça que je fonctionne. Ravi d'en dire plus à ceux qui sont intéressés d'avoir des conversations sur le chat ici. Je crois qu'il y a déjà une question. Oui. Pascal, Cédric. bien sûr. Cédric, Grégoire, comment vous voyez l'évolution des secteurs IT en Tchéquie, en Roumanie? Est-ce que ça va continuer à croître d'une manière aussi accélérée, si rapide? Est-ce que ça va se calmer un peu ou comment vous voyez l'avenir? Si, j'adorerais avoir une boule de cristal, Oui. mais quand on est investisseur, on regarde les tendances globales. Or, aujourd'hui, la tendance globale dont vous avez tous entendu parler, c'est ce qu'on appelle l'IA générative, des systèmes d'IA qui sont capables de générer soit du texte, soit de l'image, de la vidéo. Mais ces systèmes sont également capables de générer du code informatique aujourd'hui. Et donc, il y a une grande question que l'industrie de l'informatique se pose, à savoir, est-ce qu'on n'est pas en train de mettre en place les outils qui vont nous remplacer nous-mêmes? Et moi, si je vois à long terme, je pense que on aura besoin de moins en moins d'informaticiens. Donc ça, c'est une première chose par rapport au marché du travail. Par contre, considérant la numérisation du monde dans lequel on vit, nous allons avoir besoin de plus en plus de systèmes automatisés. Donc, c'est à la fois une continuité par rapport à la société, on va dire, mais d'un autre côté, une facilité parce que les machines vont être capables justement de programmer elles-mêmes. Voilà, donc c'est un peu un mélange des deux, mais je ne vois pas de ralentissement dans le besoin d'outils informatiques du tout, mais pas du tout. Ils vont évoluer, ils vont être différents, mais ça va pas ralentir. Je ne pense pas. J'y crois même pas. D'accord. Une question, c'est Thomas qui nous pose cette question. Si on parle d'export, je vous la livre telle quelle, si on parle d'export de produits de services IT français vers l'Europe centrale, mettez de l'Est, peu importe, est-ce qu'aborder le marché dans la zone de manière globale est une erreur? Conseillez-vous vraiment d'adopter une approche ou d'adopter une approche très spécifique par pays? Ça, on peut le poser à nos bureaux aussi, à Eva ou Alexandro. Alors, bien sûr qu'on peut procéder par une zone, c'est peut-être le plus facile, mais il y a toujours des différences culturelles. Et moi, je pense qu'il y a une grosse différence culturelle entre la Roumanie et la Tchéquie. Si on peut prendre les deux pays les plus différents de toute la zone, c'est peut-être la Tchéquie et la Roumanie. C'est pour ça qu'on vous a choisi. En effet, je pense qu'il y a des différences assez marquées au niveau culturel, linguistique déjà, culturel. Je pense que les Tchèques, peut-être je me trompe, mais je les vois un peu plus germaniques, un peu plus carrés dans les affaires. Nous, les Roumains, c'est plus latin, c'est un peu plus folklorique.
Je pense que oui, il y a quand même des différences. Cependant, je pense que dans l'IT, il y a quand même des similitudes. Le langage informatique, finalement, ou de l'informatique est similaire dans les deux pays. Donc, je pense que c'est à choisir au cas par cas. Oui. Complètement d'accord avec Alex. Souvenez-vous de ce que je disais tout à l'heure. La Roumanie est un îlot de latinité dans un occident slave. Si vous traversez les frontières, allez dans les autres pays de la zone. Vous quittez la Roumanie, vous traversez la frontière bulgare, vous tombez sur l'alphabet cyrillique. Vous traversez la frontière, vous arrivez en Hongrie, c'est encore un autre alphabet. Les Grecs ont un alphabet différent. La Roumanie a deux frontières avec l'Ukraine. Les Ukrainiens, c'est effectivement une culture aussi spécifique. Les Moldaves, ils sont culturellement entre les Roumains et les Russes. Donc, effectivement, on est dans une région qui est extrêmement morcelée sur le plan culturel et sur le plan linguistique, bien qu'effectivement, ces pays ont une histoire commune. Donc, effectivement, la difficulté, c'est qu'il ne faut pas voir cette zone comme une zone étant uniforme. Au contraire, c'est des spécificités qui sont très différentes. Donc, l'idée, effectivement, pour les groupes français que je connais qui sont établis dans la zone, généralement, ils démarrent sur un pays de la zone. Ils ont impérativement besoin de petites équipes, pour opérer dans les pays environnants. Sinon, ça fonctionne difficilement. Et même les startups tchèques qui vont à l'international, quand elles vont vers l'Est, elles vont attaquer l'Allemagne toujours, parce que ça, les Allemands sont nos cousins germains, mais ensuite, ça va être la Pologne. Ils vont se focaliser sur la Pologne, gros marché, la Roumanie, mais ils vont peut-être l'Ukraine également, mais ils vont pas ratisser tout le monde d'un coup. Après, ça dépend aussi du produit, du service dont la personne parle, évidemment, mais c'est vraiment une approche verticalisée. Mais nous, c'est ce que disait Eva tout à l'heure, nous, on conseille toujours de toute façon une approche individuelle par pays, d'autant que le plus gros des contresens, c'est de transposer d'un marché à l'autre, et donc ce serait une erreur manifeste de le faire, même sur des pays, on va dire, limitrophes, et d'autant plus en Europe centrale, ce serait une énorme erreur à notre sens de le faire. Donc, cher Thomas, on vous engage vivement à rencontrer Eva ou Alexandro pour en reparler et d'étudier ça tout à fait de manière spécifique. Bon, écoutez, voilà, je vous remercie beaucoup pour vos interventions. Je crois qu'elles ont été très, très éclairantes qui nous ont fait, je pense, chers adhérents, qui nous ont fait découvrir le marché, l'écosystème tchèque et roumain. Et on voit le dynamisme de ces marchés. On est bien sûr à votre disposition pour recevoir vos questions et organiser des rendez-vous avec Thomas qui demande en dernière. Merci beaucoup. Cédric, quel pays avez-vous dit avant la Pologne? L'Allemagne. L'Allemagne. Ouais, on ne va pas dire que c'est l'Europe centrale. Hein. C'est au nord de nous. Vienne est plus à l'est que Prague. Berlin est au même niveau que Prague. Donc, c'est toujours un gros débat si on est l'Europe de l'Est ou on est l'Europe centrale. Pour nous, c'est l'Europe centrale, l'Allemagne. Clairement. Ok. Merci de cet apport sémantique, Cédric. Merci. Merci beaucoup. Merci à tous. Simplement pour vous signaler, je reviens à ce que je vous ai dit au début, chers adhérents. Pensez bien, vous allez recevoir l'invitation pour connexion aujourd'hui ou demain, vraisemblablement demain. Et donc, vos chargés d'affaires internationaux sont parfaitement au courant, mais vous verrez que le programme est pour le moins alléchant. Enfin, en tout cas, toute l'équipe du club et de l'international l'espère. Je vous donne rendez-vous désormais en 2024, au mois de janvier. Le prochain webinaire, ce sera sur le pet market en Pologne. Vous voyez, on ne sera pas très loin, mais on sera moins sur la technologie, mais un peu plus sur les chats et les chiens. Voilà. Excellente journée à toutes et tous. Merci pour vos interventions. Eva, Alexandro, Cédric et Grégoire. Et puis, je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à très vite. Merci. Au revoir. Merci. Merci, au revoir. À bientôt. Au revoir.